3 personnes, 3 rencontres mortelles avec des serpents venimeux. En Floride, une administratrice immobilière va croiser un crotale dans la remise de sa maison. En Arizona, un ouvrier chargé d'entretenir des sentiers va choisir un raccourci qui lui coûtera la vie. Mais la première tragédie se déroule à Udaipur, en Inde. Là-bas, l'excès de confiance d'un homme persuadé de pouvoir murmurer aux serpents va transformer une démonstration publique en vision d'horreur. Le 22 juillet 2015, l'ancienne ville d'Udaipur, dans l'état indien du Rajasthan, est le théâtre de l'un des incidents liés à un spectacle animalier les plus troublants jamais enregistrés. Un espace culturel à ciel ouvert, installé entre les majestueuses collines des Aravallis et le lac Pichola, a été aménagé en amphithéâtre pour ce qui est présenté comme un programme de divertissement traditionnel. Les 200 spectateurs présents ignorent encore qu'ils sont sur le point d'assister à une démonstration illégale. Une représentation qui va s'achever par une mort brutale. Dans les coulisses, Ethan Walker se prépare. Cet Américain de 48 ans prétend être un professionnel capable de communiquer avec les serpents. Contrairement aux spécialistes sérieux de la faune sauvage, qui gardent leur distance et utilisent du matériel adapté, Ethan a construit toute sa réputation sur une affirmation extrêmement dangereuse. Selon lui, il peut contrôler les reptiles grâce à des ordres murmurés et à des mouvements qu'il présente comme mystiques. Ces spectacles sont généralement organisés dans des zones juridiques troubles. Des intermédiaires locaux contournent les autorisations officielles et lui procurent les animaux dont il a besoin. La méthode controversée d'Ethan repose sur ce qu'il appelle la télépathie serpentine. Il affirme que certaines fréquences vocales, associées à des gestes précis, permettraient de neutraliser les instincts défensifs naturels d'un serpent. Cela fait 15 ans qu'il développe cette prétendue technique au cours de spectacles toujours plus risqués, notamment en Asie du Sud-Est. Chaque démonstration réussie renforce sa confiance, et cette assurance devient de plus en plus dangereuse. Sur les réseaux sociaux, ceux qui le suivent attendent avec impatience les images de ses numéros les plus extrêmes. Cette attention lui rapporte de l'argent, mais elle crée aussi une pression constante. Pour conserver son public, Ethan doit aller toujours plus loin et repousser sans cesse les limites. S'il est venu en Inde, c'est avec un objectif très précis: approcher le légendaire cobra indien. Chez ceux qui prétendent murmurer aux serpents, cette espèce représente une sorte de défi absolu, à la fois en raison de son venin mortel et de sa place dans la culture du pays. Pendant plusieurs mois, Ethan prend contact avec des personnes liées au circuit clandestin de la faune sauvage. Il finit par rencontrer Arjun Mehta, un promoteur local spécialisé dans l'organisation illégale de spectacles animaliers destinés à des artistes étrangers. Ethan arrive à Udaipur 3 jours avant la représentation. Son voyage est facilité par tout un réseau de promoteurs actifs dans le divertissement animalier clandestin. Le cobra prévu pour le numéro a été capturé quelques jours plus tôt dans un village. Au lieu d'être confié aux autorités compétentes et placé dans des conditions adaptées, l'animal est récupéré illégalement par l'intermédiaire de contacts locaux corrompus. Ceux-ci promettent aux artistes étrangers de véritables animaux dangereux afin de rendre leur spectacle plus impressionnant. L'arrangement enfreint directement la loi indienne sur la protection de la faune sauvage. Celle-ci interdit strictement la possession, l'exposition et l'utilisation en spectacle d'espèces protégées, en particulier lorsque des ressortissants étrangers sont impliqués. Les organisateurs ne possèdent aucun document valable. Ils comptent sur de pots de vin et sur l'isolement relatif du lieu pour échapper aux contrôles officiels. La représentation est annoncée dans des groupes privés sur WhatsApp, puis relayée de bouche à oreille. Elle attire des amateurs de sensations fortes, des touristes et des habitants intrigués par ce mystérieux Américain qui prétend parler aux serpents. Pendant ce temps, le cobra est maintenu dans des conditions effroyables. Il reste enfermé dans une petite caisse en bois, reçoit de la nourriture de manière irrégulière et subit un stress permanent. Plus tard, des spécialistes de la faune expliqueront qu'un tel traitement ne pouvait que rendre l'animal extrêmement imprévisible et plus susceptible de réagir violemment. La sécurité du spectacle repose sur seulement 2 hommes de la région, qui ne possèdent aucune formation dans la manipulation des animaux sauvages. Ils ne disposent que de longues perches et d'un extincteur.
L'hôpital le plus proche se trouve à environ 45 minutes de route. Sur place, aucun véritable équipement médical d'urgence n'est disponible. Les organisateurs n'ont prévu qu'une trousse élémentaire de premiers secours. Lorsque le programme de la soirée atteint son point culminant, Ethan apparaît devant le public. Il porte un panier traditionnel en osier contenant un cobra indien adulte. Le serpent mesure environ 1,50 m. Après plusieurs jours de captivité inadaptée et un transport éprouvant, il est déjà très agité. Ethan commence alors les incantations murmurées qui ont fait sa réputation. Pourtant, les personnes habituées au comportement des reptiles remarquent immédiatement quelque chose d'alarmant. Le capuchon du cobra est entièrement déployé et ses mouvements sont irréguliers. Ces signes ne traduisent en rien l'état de calme qu'Ethan affirme provoquer. Ils montrent au contraire que l'animal se trouve dans une situation de détresse extrême. La docteure Ananya Rao, spécialiste des reptiles à l'université d'Udaipur, assiste au spectacle par curiosité professionnelle. Elle témoignera ensuite que le cobra présentait tous les signes d'un animal placé dans un état de défense maximale. Son capuchon restait complètement ouvert. Il effectuait plusieurs frappes à vide. Toute sa posture révélait un niveau d'agitation extrême. Ethan, lui, interprète ces avertissements d'une toute autre manière. Il annonce au public que le cobra met à l'épreuve leur lien spirituel. Selon lui, l'agitation apparente du reptile serait simplement sa façon de signaler qu'il est prêt à se soumettre à sa volonté. Puis vient la dernière partie de la démonstration. Ethan prend alors la décision qui va lui être fatale. Il affirme que sa connexion spirituelle avec l'animal rend tout équipement de protection inutile. Il s'approche du cobra et se met à genoux, directement à portée de frappe. Les téléphones des spectateurs enregistrent la suite. Le cobra, déjà dans un état d'agitation extrême, perçoit cette proximité soudaine comme une menace directe. Il attaque avec une rapidité fulgurante. Ses crochets s'enfoncent profondément dans la cheville gauche, laissée sans protection. Le serpent injecte une quantité importante de venin neurotoxique. Ethan recule sous le choc. Dans la confusion, le cobra effectue un second mouvement défensif. Cette fois, il manque sa cible, tandis que les hommes chargés de surveiller l'animal se précipitent enfin pour intervenir. Mais la première morsure a suffi. Le venin neurotoxique du cobra indien commence immédiatement à agir. En l'espace de 10 à 15 minutes, Ethan présente les premiers signes d'envenimation. Ses paupières s'affaissent. Il éprouve des difficultés à avaler. Son élocution devient pâteuse et de moins en moins compréhensible. Les murmures désespérés qu'il adresse encore au cobra se transforment peu à peu en sons confus. Les neurotoxines attaquent les connexions entre ses nerfs et ses muscles. Au cours de l'heure suivante, les secours tentent de le conduire jusqu'à l'hôpital le plus proche. Pendant le trajet, son état ne cesse de se dégrader. La paralysie progresse depuis la zone de la morsure et gagne peu à peu l'ensemble de son corps. Sa respiration devient de plus en plus difficile, car le venin s'attaque désormais aux muscles qui lui permettent de respirer. Ethan finit par arriver à l'hôpital. Mais le retard pris avant l'administration d'un antivenin adapté, ajouté à l'absence de ventilation mécanique immédiate, réduit considérablement ses chances de survie. Environ 3 heures après la morsure, il meurt d'une insuffisance respiratoire. L'équipe médicale de l'hôpital public Maharana Bhopal tente désespérément de lui sauver la vie. Pourtant, la combinaison du retard de prise en charge et de l'importante quantité de venin injecté rend la situation impossible à maîtriser. Le docteur Rohan Kapoor, médecin urgentiste ayant participé aux soins, explique qu'une victime mordue par un cobra doit recevoir un antivenin sans attendre. Dans de nombreux cas, une assistance respiratoire mécanique est également indispensable. Chaque minute perdue réduit fortement les chances de survie. Après la mort d'Ethan, les autorités chargées de la protection de la faune lancent immédiatement une vaste opération contre le réseau responsable du spectacle. Plusieurs intermédiaires impliqués dans le trafic illégal d'animaux sauvages sont arrêtés. Le lieu culturel est fermé pendant l'enquête. Dans tout le Rajasthan, l'application des lois sur la protection de la faune est renforcée.
Les enquêteurs remontent progressivement la chaîne de corruption qui a rendu possible cette représentation clandestine. D'autres arrestations suivent. Arjun Mehta est finalement condamné à 3 ans de prison pour trafic d'animaux sauvages et homicide involontaire. L'affaire provoque un débat national sur l'exploitation des animaux à des fins de divertissement. Elle entraîne aussi un durcissement des sanctions prévues en cas d'infraction à la loi sur la protection de la faune sauvage. La mort d'Ethan Walker révèle surtout le danger d'une croyance profondément trompeuse, celle selon laquelle un serpent venimeux pourrait être maîtrisé par des moyens mystiques. Elle met également en lumière l'exploitation clandestine d'animaux sauvages dans certains circuits de divertissement en Inde. Alors que l'histoire d'Ethan s'achève au cœur culturel de l'Inde, un autre conflit entre l'être humain et la faune sauvage se prépare à des milliers de kilomètres de là. Cette fois, le drame va se dérouler en Floride, au cours d'une tâche domestique parfaitement ordinaire. Le 22 avril 2015, la périphérie résidentielle de Tampa devient le théâtre d'une rencontre mortelle. L'affaire va illustrer les conséquences du développement urbain sur les habitats naturels. La propriété de la famille Bennett se trouve dans un quartier calme, à la limite d'une zone humide encore non aménagée. Une maison modeste, de plein pied, est entourée de grands chênes et de végétation typique de la Floride. Laura Bennett, 41 ans, travaille comme administratrice dans le secteur immobilier. Elle vit dans cette maison depuis plus de 8 ans avec son mari, Daniel, et leur fils adolescent, Cody. Laura est connue pour son tempérament pratique et son désir de se débrouiller seule. Elle tient à entretenir la propriété sans faire appel à une aide extérieure. Jardinage, petits travaux, réparations mineures, elle s'occupe de tout. À ses yeux, ces activités sont à la fois apaisantes et économiques. Depuis plusieurs mois pourtant, Laura gère une hypertension qui n'a pas été diagnostiquée. Elle attribue ses étourdissements occasionnels et sa fatigue au stress professionnel. Sa réticence à consulter un médecin va devenir un facteur déterminant dans la tragédie qui s'annonce. Récemment, le secteur autour de sa propriété a beaucoup changé. Un important chantier résidentiel a commencé à moins d'1 kilomètre de chez elle. Les travaux nécessitent de raser plus de 80 hectares d'habitat naturel. Le bruit, les machines et la destruction de la végétation chassent de nombreuses espèces. Privés de leur refuge habituel, les animaux cherchent de nouveaux territoires et de nouveaux abris. Des habitants du quartier signalent alors une multiplication des ratons laveurs, des opossums et de différents reptiles dans leur jardin. Laura a elle-même remarqué cette évolution. Elle observe plus souvent des traces d'animaux autour de sa maison. Elle découvre aussi des indices montrant que certaines créatures se réfugient dans les petites dépendances de la propriété. Malgré ces avertissements, elle ne change pas ses habitudes. Elle reste persuadée qu'elle saura gérer n'importe quelle situation. Ce soir-là, Laura prévoit simplement d'aller chercher ses outils de jardinage dans la remise située au fond de la cour. Le crotale diamantin de l'Est est le plus grand et l'un des plus dangereux serpents venimeux d'Amérique du Nord. Certains individus peuvent atteindre environ 2,40 m et peser plus de 4,5 kg. Ce redoutable prédateur vit dans le sud-est des États-Unis. La Floride abrite l'une de ses populations les plus importantes. Ce qui rend ce crotale particulièrement dangereux, c'est la puissance de son venin hémotoxique. Celui-ci attaque les cellules sanguines, les vaisseaux et les tissus jusque dans leur structure la plus profonde. Une seule morsure peut injecter une grande quantité de venin. Dans les cas les plus graves, l'envenimation provoque une destruction massive des tissus et une défaillance générale de l'organisme. Ces serpents recherchent volontiers des endroits sombres et fermés. Une remise de jardin constitue donc une cachette idéale. Au coucher du soleil, le 22 avril, Laura traverse sa cour en direction de la petite construction en bois où elle range son matériel. Elle avance avec son assurance habituelle, les clés à la main, uniquement concentrée sur la tâche qu'elle doit accomplir. L'intérieur de la remise est sombre. La lumière déclinante qui entre par la porte constitue presque le seul éclairage. Lorsque Laura pénètre dans la pièce, son corps bloque une grande partie de cette faible lumière. Elle ne s'arrête pas pour laisser ses yeux s'habituer à l'obscurité. Elle ne cherche pas non plus d'éventuelles traces indiquant la présence d'un animal. Elle se dirige directement vers le fond, là où sont rangés ses outils de jardinage.
Plus tôt dans la journée, un crotale diamantin de l'Est s'est introduit dans la remise afin d'échapper à la chaleur de l'après-midi. Le serpent s'est enroulé derrière une pile de pots de fleurs en terre cuite, exactement dans le coin où Laura conserve son équipement. Il mesure environ 1,80 m. Jusqu'à l'arrivée de Laura, il repose sans bouger dans son refuge. Lorsqu'elle se penche et passe la main derrière les pots pour saisir ses outils, ses doigts arrivent à quelques centimètres seulement du crotale dissimulé. Surpris par ce mouvement soudain et incapable de reculer davantage dans cet espace étroit, le serpent considère la main qui approche comme une menace immédiate. Il frappe pour se défendre, sans même avoir fait entendre le bruit d'avertissement de sa sonnette. Ses crochets s'enfoncent dans les tissus riches en vaisseaux sanguins situés entre le pouce et l'index de Laura. Le crotale injecte une quantité de venin exceptionnellement importante. Tout se passe si vite que Laura comprend à peine ce qui vient de se produire. Après la morsure, le serpent se retire aussitôt dans les recoins les plus sombres de la remise. Les 2 plaies commencent à saigner abondamment. Les propriétés anticoagulantes du venin empêchent le sang de coaguler normalement. Par réflexe, Laura ramène sa main contre elle et ressort de la remise. Elle observe alors 2 perforations nettes. En quelques minutes, une douleur brûlante remonte le long de son bras. Le venin commence à détruire les tissus autour de la morsure. Les substances hémotoxiques s'attaquent aux cellules sanguines et aux parois des vaisseaux. La main gonfle rapidement et la peau autour des crochets change de couleur. Laura pense d'abord se rendre en voiture dans un centre de soins de proximité, mais la douleur et l'enflure progressent à une vitesse alarmante. Elle comprend que son état est beaucoup plus grave qu'elle ne l'imaginait. Elle décide alors de prendre la direction du service des urgences de Tampa General, sachant que cet établissement dispose des traitements spécialisés dont elle a besoin. Pendant qu'elle se rend à l'hôpital, le venin continue d'attaquer son organisme. Sa main et son avant-bras gonflent fortement, tandis qu'une douleur intense remonte le long du bras. Au cours des 20 premières minutes, Laura est prise de nausées et son système cardiovasculaire commence à être affecté. Environ 1 heure après la morsure, sa tension chute brutalement. Après 35 minutes de route, elle perd connaissance au volant. Sa voiture quitte la chaussée et s'immobilise dans un fossé. Des automobilistes la découvrent inconsciente et alertent les secours. Transportée aux urgences de Tampa General, elle reçoit immédiatement un antivenin et des soins intensifs. Malgré cela, elle développe une coagulopathie aiguë, des hémorragies internes et un syndrome d'éloge dans le bras mordu. L'équipe médicale tente de la stabiliser pendant 6 heures en administrant plusieurs flacons d'antivenin, des produits sanguins et des médicaments vasopresseurs. Mais l'hypertension préexistante, la quantité exceptionnellement importante de venin et le retard de 35 minutes ont causé des dommages irréversibles. Laura Bennett meurt à 2h47 du matin, le 23 avril 2015, environ 8 heures après la morsure. La cause du décès est un collapsus cardiovasculaire consécutif à une envenimation sévère, compliquée par une coagulopathie et une défaillance multiviscérale.